Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. Bienvenue à cette rencontre intitulée Journalisme et climat, en fait-on trop? Cette rencontre vous est proposée dans le cadre du cycle des rencontres du journalisme que Marc-Henri Jobin, directeur du CFJM, et moi-même, directrice du Club Suisse de la Presse, avons le plaisir de vous proposer depuis quelques mois. Alors, cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, est dédié par l'UNESCO au thème « La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme ». Alors, nous avons eu aussi envie de nous interroger, le Club Suisse de la Presse et le CFJM, sur la place des enjeux climatiques dans la presse aujourd'hui, sur la manière dont le climat a impacté le travail journalistique, sur la manière dont les journalistes se sont emparés des sujets avec l'actualité écologique. En fait-on trop? En fait-on pas assez? Qu'est-ce que nos lectrices, lecteurs ont envie de lire, d'entendre? Et comment trouver la bonne distance journalistique? Nous avons la chance d'avoir un beau plateau de 6 intervenants aujourd'hui. Dans l'ordre alphabétique, ce sont Emmanuel Borloo, chef de la rubrique vaudoise de 24 heures, Annick Chevillot, journaliste santé et correspondante parlementaire pour Le Temps, Philippe Clos, journaliste nature et environnement, et je pense à un des pionniers du genre en Suisse romande pour l'illustrer, Clément Grandjean, qui est rédacteur en chef de Terre et Nature, Pascal Jeannera, le chef de la rubrique Sciences et Environnement de la RTS, et puis Caroline Villemin, qui est directrice de la Fondation Hirondelle, et donc par conséquent des médias de la Fondation Hirondelle. Et pour un mot d'introduction, je passe tout de suite la parole au directeur du CFJM, Marc-Henri Jobin. Marc-Henri, à toi. Voilà, merci Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue ici au CFJM, dans l'auditoire du CFJM, devant ce panel de journalistes et de représentants de médias généralistes, mais aussi spécialisés, pour parler environnement. Alors, comme on l'a dit, journalisme et climat, en fait-on trop ou pas assez? La question se pose. Alors que justement, on l'a évoqué tout à l'heure, en France, alors on en a ici qu'un aperçu sur la slide, depuis mars 2022 a été lancée une charte pour le journalisme, pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est assez intéressant parce que cette charte, qui en 13 points, a pour but de... Je cite ce qui est écrit en haut parce que vous ne pouvez pas le lire, de modifier notre manière de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu, donc l'urgence écologique, dans le traitement de l'information. Parmi les 13 points, je citerai le point 2, faire œuvre de pédagogie, ça c'est normal dans le journalisme. Point 5, enquêter sur les origines des bouleversements en cours. Quoi de plus normal dans le journalisme? Point 8, informer sur les réponses à la crise. Là aussi, ça fait certainement partie de notre mission. Après, on passe au point 11, consolider l'indépendance des rédactions. C'est bien notre but, et c'est ici quelque chose que j'ai à cœur, que l'on reste indépendant dans le traitement de l'information, quel que soit le sujet. Et après, si on se réfère au point 7, révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. Le point 10, s'opposer au financement issu des activités les plus polluantes. Point 12, pratiquer un journalisme bas carbone. Quelle est l'indépendance encore par rapport à ces requêtes-là? Je pose la question. En tout cas, il semblerait que nos amis et collègues français nous montrent la voie, une voie à suivre, une possible voie à suivre, qui a déjà été suivie par des spécialistes du genre. Il y a le programme de l'agriculture IDRI, donc l'Institut pour le développement durable et les relations internationales, qui a cautionné cette charte, de même que l'Institut Jacques Delors, que le GIEC, etc. Il a été signé par toute une série de journalistes à titre individuel, mais aussi par des rédactions connues comme RFI, France 24, Mediapart, 20 Minutes France, Rue 89, mais aussi par toute une série de rédactions de titres plus engagés ou, disons, à la ligne rédactionnelle ciblée sur les questions d'environnement, telles que Actu Environnement, Novétique,
Reporter, écrivez Terre, TE2RE, Terre et Agir, la Maison écologique, etc. Alors, la question qui se pose, pour moi, ici, par exemple, est-ce qu'il faut faire du journalisme et de l'urgence écologique une discipline à part, une sorte de point fort au quotidien, si on prend l'exemple de 24 heures? Faut-il faire du journalisme éducatif, ce qui semble être préconisé aussi, au risque de tomber dans ce journalisme moralisateur qu'on nous a reproché justement pendant la période du Covid et à l'issue du Covid? Même si on s'en défend, on n'avait pas voulu être moralisateur, on voulait être plutôt éducatif, au risque d'en faire trop, de devenir militant, de devenir quasi prosélyte, ou bien alors, justement, considérer l'urgence écologique comme étant un fait de société, parmi d'autres, comme la culture, l'économie, la politique, le fait religieux, et puis le traiter avec nos outils habituels, c'est-à-dire établir les faits et les décrypter. Voilà, je pose la question et je laisse Isabelle rebondir sur cette question pour donner la parole aux différents invités et invités. Absolument, merci Marc-Henri Jobin. Vous faites toutes et tous partie de médias. Est-ce qu'il faut, pour un bref premier tour de table global, que vos médias se dotent d'une telle charte? Est-ce que vous en voyez l'utilité, Clément Grandjean? À l'échelle de Terre et Nature, pas vraiment. On n'est pas du genre à se doter de chartes dans quelques domaines que ce soit. Par contre, comment dire, on ne va pas se doter de chartes parce que la thématique va être présente en filigrane dans toutes les rubriques. Et justement, on va éviter de se mettre des espèces de barrières ou de limites comme ça. Donc, pour répondre rapidement, non, plutôt pas, je pense. C'est pas d'actualité. Ouais. Pascal Jeanneret, RTS. Moi, je me souviens quand on a commencé à parler de cette charte, j'ai eu quelques doutes parce que c'est vrai que nous, journalistes, on a déjà une charte des droits et devoirs qui fixe un peu ce qu'évoquait Marc-Henri Jobin, c'est-à-dire le devoir de rendre compte des faits, d'enquêter, de rechercher l'origine, de l'expliquer. Et là, on aurait perdu, je pense, en adhérant comme ça à une charte, une partie de cette crédibilité qu'on peut avoir d'être indépendant, autonome, et de simplement modifier le contrat qu'on a eu et qu'on a depuis longtemps avec nos lecteurs, lectrices, téléspectatrices et téléspectateurs, de perdre un peu de cette crédibilité. Donc autant je pense, et on a eu des discussions en rédaction là-dessus, autant je pense que c'est un problème qui fait face à l'humanité, pour lequel il faut des réponses rapides et d'ampleur. J'ai pas plaidé, il n'y avait pas de consensus en tout cas pour adhérer à une telle charte, principalement avec ces arguments-là de dire on a notre charte, on a nos droits et devoirs, et dans ce cadre-là, on peut tout à fait peut-être traiter de manière appuyée ou peut-être approfondie ces questions, mais pas de manière dédiée en fait. À 24 heures, Emmanuel Borloo, est-ce que la question s'est déjà posée? Pas d'adhérer ou non à cette charte. En revanche, un petit peu comme mes confrères, je ne suis pas certain qu'il nous faille ce genre de charte. J'ai relevé rapidement les 10-12 points qui la composent. J'observe que spontanément et par la ligne éditoriale qui est la nôtre, on est déjà très proche. On suit plus ou moins les directives sans avoir besoin de passer par une charte. Comme à la RTS, on en débat à l'interne. Le sujet, évidemment, est très transversal. Donc, en faire, comme disait Marc-Henri, une point fort tous les jours, non. Mais la thématique s'impose d'elle-même. Et puis, par ma façon de pratiquer le métier, j'imagine que ça suffit, en tout cas à ce stade, largement. À l'illustré, Philippe Clos, une charte, pas de charte? Oui, une charte avec un seul point, écrire les meilleurs articles possibles. Le reste du blabla. Le Temps, Annick Chevillot, qu'est-ce qu'on en pense d'une éventuelle charte? Non, je ne pense pas que ce soit la voie à suivre, surtout comme l'a dit M. Jeanneret, on est déjà soumis à une charte qui est le droit et les devoirs des journalistes. Les faits doivent parler d'eux-mêmes. Et puis je pense qu'avec une rubrique science dans ce média, avec des temps forts, des pages 3 régulières sur ce sujet, notamment aujourd'hui, je pense que la couverture de cette thématique-là, en tout cas seulement sous l'angle climatique, elle est assurée par l'actualité en fait. J'entends, c'est un sujet d'actualité, le climat, donc ça me paraît évident. Voilà. Caroline Vibin, est-ce que les médias soutenus, encouragés, créés par Hirondelle
ont besoin ou souhaiteraient une charte en lien avec l'écologie, ou c'est complètement déplacé? Alors la réponse, elle est oui et non chez nous, parce que d'un point de vue éditorial, effectivement, c'est plutôt des médias généralistes, donc on n'a pas besoin de faire une charte éditoriale spécifique sur l'environnement. Le service à la population, informer, expliquer, accompagner les changements, ça fait partie de notre mission. Mais de par notre modèle économique, nous, c'est des projets de développement qui créent des médias pour permettre une information fiable et utile aux populations. Nos bailleurs, les bailleurs publics, la DDC, la Suède, l'Union européenne, nous demandent des chartes environnementales. Et en fait, ce n'est pas tant la façon dont on va couvrir qu'un des éléments de la charte qui a été cité là, qui est ce journalisme bas carbone. On nous demande de faire des efforts et d'avoir des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc à chaque fois qu'on prend un billet d'avion, est-ce que c'est justifié ou pas? Et puis sur, en tout cas, les médias qui sont dans les pays fragiles dans lesquels on opère, la question de l'alimentation énergétique. Il n'y a pas de grille électrique, ça fonctionne encore beaucoup à base de générateurs ou fuel. Et ça, c'est ni durable écologiquement, ni économiquement. Et donc, il y a toutes ces transitions vers des énergies renouvelables pour les médias en tant qu'institution, pour que les journalistes puissent produire, qu'il y ait de la diffusion. Et là, nous, on est complètement dans ces considérations-là, avec, en fait, sur la transition vers l'énergie verte, peu de solutions, enfin à part voilà, l'énergie renouvelable mais qui coûte cher et qui n'est pas toujours possible dans les contextes dans lesquels on travaille. Et puis sur arrêter de prendre l'avion, quand on est actif dans plus d'une quinzaine de pays dans le monde, qu'on nous demande aussi d'avoir la Voix du Sud présente, de faire venir les acteurs à la Genève internationale, etc. Tout ne peut pas se faire en ligne, donc un peu des injonctions aussi contradictoires. Alors, ce midi, on essaye de discuter de la bonne distance, mais aussi de la bonne dose. Et effectivement, en se demandant si on en fait trop. Est-ce que ce qui m'intéresse de savoir, c'est si vous trouvez qu'on en fait trop, mais est-ce qu'on trouve pour vous qu'il y en a trop? C'est-à-dire, est-ce que, du point de vue des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, il y a régulièrement la remarque « vous en faites trop » en termes de couverture d'actualité ou de sujets en lien avec le climat? Est-ce qu'à la radio, à la RTS, par exemple, Pascal Jeannera, est-ce qu'il y a l'impression qu'on en fait trop, qu'elles viennent soit de l'intérieur de la rédaction elle-même, soit des retours du public? Les retours du public sur ce thème, comme sur beaucoup d'autres, il y a les deux. Il y a ceux qui disent qu'on en fait beaucoup trop, qu'on devrait arrêter, que ça suffit. Et ceux qui disent, mais vous n'avez pas pris la mesure de ce qui se passe, il faut absolument thématiser beaucoup plus. Donc on est toujours dans un équilibre sur ce thème, comme sur d'autres, entre voilà, un très large panel d'opinions par rapport à ce qu'on fait. Nous, ce qui a été fait dans la rédaction, c'est de créer une rubrique sciences et environnement, donc de regrouper un petit peu ces deux aspects et de le développer alors plus au niveau de l'expertise ou au niveau de la maîtrise de l'agenda, du calendrier, pour être plus à même de pouvoir choisir quand on thématise quelque chose, pour éviter un peu de subir les agendas de tous les inputs qu'il peut y avoir au niveau des ONG, au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises, des compagnies. Essayer d'avoir un agenda qui est un peu maîtrisé et qu'on puisse thématiser de manière complète et équilibrée tous ces thèmes. Donc c'est vrai qu'on est dans une oscillation permanente, on essaye d'avoir un cap, on les discute, on le met au point régulièrement, mais trop, personnellement, je ne pense pas qu'il y en ait trop. Je pense qu'il faut qu'on soit peut-être créatif sur les angles, sur les solutions qu'on met en place, sur le contexte, la contextualisation qu'on permet aux gens d'avoir. Je crois que si on montre un problème et qu'on explique dans quel contexte se trouvent ces solutions, dans quoi ils s'inscrivent plus largement, on lasse moins que simplement en présentant des problèmes. Donc voilà, c'est plus dans une méthodologie après, une manière de faire, que peut-être on peut réconcilier ces deux extrêmes pour dire on fait du super boulot. Ouais. Est-ce que dans un journal régional comme 24 heures, on a ce type de discussion? Est-ce qu'on a ce type de retour du public? Oui, tous les jours, on a ce type de débat tous les matins en séance. Le retour du public, on les a, comme tous mes confrères autour de la table, sur les réseaux sociaux, sur notre site directement. Nos lecteurs nous interpellent dans les commentaires des articles. J'observe d'ailleurs que les articles en trait avec le climat sont souvent très discutés. Alors on a des leçons de cloche, on donne la parole à tout le monde.
Qu'est-ce que ça veut dire en faire trop? Je préparais cette rencontre, par curiosité, je regardais dans nos archives la dernière année, donc sur avril 2022, avril 2023, on note 252 occurrences sur nos plateformes 24h, 24h.ch de réchauffement climatique. Fin mars 2020, avec les premiers pics du Covid, c'était 160 occurrences du Covid par jour. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de réchauffement climatique. Nous, c'est tellement varié. On envoie des envoyés spéciaux à la COP à Glasgow. On va voir un agriculteur obligé d'envoyer une partie de son bétail à l'abattoir parce qu'il n'y a plus de fourrage. Le sujet est tellement transversal, on l'aborde nous aussi avec beaucoup d'angles, on essaie de trouver les angles originaux, des fois c'est un petit peu plus sérieux, des fois c'est un peu plus léger, on essaie de varier les modes de narration et les contenus, mais en faire trop dans un quotidien où une actualité s'impose quand même de plus en plus d'elle-même, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse en faire ou trop ou pas assez. On en fera toujours trop ou pas assez pour les uns ou pour les autres. On garde notre ligne et puis... Est-ce qu'au journal Le Temps, Annick Chevillot, c'est pareil, finalement, il y a des thématiques en lien avec le climat partout, et donc jamais le sentiment de la part des lecteurs que vous en faites trop? Ou est-ce qu'il y a des retours là aussi de la part des lecteurs, trop ou pas assez? Il n'y a pas de rubrique dédiée au temps, hein. C'est vraiment un sujet transversal qu'on va pouvoir retrouver dans les sujets de politique nationale, de politique régionale, aussi au niveau financier. En fait, ce qui se passe, de ce que j'ai pu observer, les différents retours que j'ai, c'est quand un article spécifique ou une intervention spécifique tombe dans l'activisme, où là, il y a des réactions assez courroucées, on va dire. Mais tant qu'on reste dans les faits, dans l'établissement de ce qui se passe, d'un sujet d'actualité, d'une réalité, soit locale, soit plus générale, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on en fait trop, en fait. Mais là, la limite entre le travail journalistique et le travail d'activisme est quelque chose qui peut faire réagir très fortement, en fait. Terre et nature, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? Vous avez un public qui s'intéresse d'une manière générale à la nature et à la terre, mais avec des points de vue complètement différents. Il y a autant des lecteurs qui font un petit jardin sur leur balcon que des agriculteurs et qui, avec ces thématiques en lien avec le climat et l'écologie, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, comment est-ce qu'on marie ces approches? C'est une vraie question. La question des retours du lectorat ou des auditeurs, des spectateurs est compliquée pour tout le monde. C'est vrai qu'on a certains canaux par lesquels on a ces retours et puis on a surtout plein de points d'interrogation sur est-ce que les gens trouvent qu'on en fait trop ou pas. Nous, ces retours, c'est des choses qu'on a plutôt qui sont liées à des thématiques. Et ce qu'il y a, c'est qu'on thématise quasiment pas les questions climatiques, dans le sens où on les aborde par la bande et par la force des choses et par ces thématiques dont on traite. Depuis toujours. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces deux lectorats qui peuvent sembler opposés ou avoir des idées très distinctes sur certaines questions, on a, mais comme pour mes collègues aussi, des questions qui polarisent beaucoup. Le monde agricole est totalement convaincu, ou allez, à un très haut pourcentage, enfin disons que la question du changement climatique n'en est vraiment plus une. Et puis c'est un truc qu'on va pas thématiser comme ça, mais qu'on va avoir par la bande, par la force des choses dans nos reportages, parce qu'on va beaucoup aller voir les gens, et c'est vrai qu'on a ce traitement de l'info qui est assez particulier chez nous, qui est un peu historique, lié à notre ligne éditoriale, qui est d'aller sur le terrain, qui est d'être dans le témoignage et dans le reportage, énormément. Et c'est vrai que ces questions-là, ça fait qu'elles apparaissent depuis longtemps. On va parler justement de questions très concrètes du quotidien des agriculteurs, et puis juste à côté dans notre rubrique plus nature, on va parler de questions plus larges. Mais en fait, tout ça va se rencontrer sans qu'on le thématise, et je n'ai pas fait de recherche dans nos archives, mais ce serait intéressant de le faire. La dernière fois qu'on a vraiment thématisé ces questions-là, ça date. Philippe Clos, à l'illustré, ça fait presque 20 ans que vous parlez de nature. Est-ce que ça veut dire que vous étiez finalement écolo avant l'heure, ou est-ce que de la nature, on est passé forcément à une couverture de l'écologie et des questions climatiques, plus particulièrement aujourd'hui? Disons que j'étais écolo dès mon enfance, dans la mesure où j'avais un grand frère qui l'était, et qui est botaniste aujourd'hui, et qui avait conscience dès les années 70 des dangers qu'on faisait
courir à cette planète. Mais pour la question du en faire trop, je dirais qu'on en fait peut-être trop la même chose. On devrait beaucoup plus être créatifs tous pour amener des sujets sur les dossiers écologiques de manière plus piquante, plus originale, plus intrigante. Et quand on a le 20e article ou l'émission ou Flash Radio sur la COP28 qui dit la même chose, je pense que c'est là qu'on lasse les gens. Et sinon, je suis d'accord que ça a beaucoup changé la perception d'un problème comme le réchauffement climatique, ça lasse beaucoup moins parce qu'il y avait beaucoup plus de climato-sceptiques ou de négationnistes du climat. Merci Greta Thunberg, je pense qu'elle a fait beaucoup de bien à l'acceptation, à la prise de conscience générale de ce danger. Et c'est plus là que ça. Je pense qu'on devrait être plus originaux dans nos traitements parce qu'au fond, l'écologie, c'est un très bon moyen de faire de la vulgarisation scientifique avec une dimension essentielle qui est la préservation de cette planète. Alors on peut parler de maths, de chimie, de physique, de biologie par ce biais-là, par ce crible-là. Et je pense que le faire de manière aussi ludique que possible pour compenser aussi l'aspect totalement déprimant de ces dossiers, puisqu'il n'y a jamais une bonne nouvelle. Moi, j'écris moins là-dessus parce que je suis déjà pas très bien armé en termes de morale. Alors, je me rendais compte que 25 ans de journalisme écologique plus ou moins régulier, ça me flinguait le moral, quoi. Parce qu'il n'y a pas plus déprimant que ça. C'est la démonstration la plus manifeste de la bêtise humaine collective, quoi. On a eu il y a quelques semaines un débat avec les critiques gastronomiques. Ils avaient l'air, leur morale avait l'air un peu plus intacte. Mais effectivement, alors comment on fait peut-être pour... Ce qui est intéressant... Oui, pour être créatif, ludique. Alors, justement, ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, et c'est vrai, nous, on le monitore aussi, on voit, entre guillemets, les articles qui marchent sur le site et ceux qui ne marchent pas. L'énième rapport alarmant du GIEC, le 137e discours d'ouverture de la COP fonctionne peu, touche moins. En revanche, quand il s'agit de montrer les effets ici, je pense à ce bout de glacier au Diablerets sans fleuron qui réapparaît après 2000 ans, quand c'est ici, quand c'est des panoramas que les gens connaissent, quand c'est des choses et des gens auxquels ils peuvent s'identifier. Je parlais de cet agriculteur au-dessus de Sainte-Croix. On essaye, nous aussi, de raconter ça par le biais de gens d'ici, d'histoires locales, de concernés. On avait aussi ces photos prises de l'espace du Léman où ça avait l'air beau avec ses volutes bleues et en fait on se rendait compte que c'était des montées d'algues à cause des températures qui grimpent. Là les gens s'intéressent parce qu'ils peuvent s'identifier, ça parle de leur réalité, de leur quotidien. Donc je partage le fait qu'il faut essayer d'être un petit peu plus concernant, ludique je suis pas sûr, mais plus concernant et plus proche des gens d'ici pour aborder ce genre de problématiques et sensibiliser beaucoup plus. Alors, Pascal Jeanneret, RTS, comment est-ce qu'on fait ça? Sur qui on compte? Parce que pour avoir une couverture, peut-être pas ludique, mais diversifiée, originale, variée de la COP, de quoi on a besoin? De journalistes avec des bonnes idées, de gens formés? Qu'est-ce qui manque pour l'être encore plus? C'est vrai que ces conférences où on en rend compte, on est sur place, mais c'est vrai qu'on les accompagne toujours de reportages, de sujets où on met en scène des solutions, que ce soit pour la production d'énergie ou l'économie d'énergie, que ce soit l'adaptation au réchauffement. Donc on les accompagne de choses qui sont ancrées. On essaye de le faire le plus possible en Suisse ou en Europe, proche de chez nous, mettre en valeur des solutions qui sont mises en œuvre. Et moi, c'est vrai que je suis souvent en décalage. On dit, ouais, mais c'est catastrophique, c'est un problème. Si on considère le problème comme la base sur laquelle on est, tout ce qui va dans un sens positif est une solution et est quelque chose de positif. Donc si on thématise ces éléments-là, que ce soit, je ne sais pas, le prix de telle technologie qui baisse ou le développement de certains types d'alternatives aux énergies fossiles, que ce soit des mouvements qui font que les comportements vont dans la bonne direction, en fait, si on considère la base négative, après il n'y a que du positif quelque part. Et c'est un peu ça qu'il faut chercher et essayer d'incarner. Et convaincre, alors certains disent ouais, mais les solutions techniques c'est pas ça, il faut changer de comportement. Après il y a toutes ces choses qui polarisent aussi. Et puis voilà, pour certains le climat c'est aussi une manière de vouloir changer la société, d'être dans la décroissance. Et tout ça, il faut le concilier un petit peu avec voilà, cette base de problème, mais où je pense
il faut vraiment essayer de thématiser les solutions, que ce soit technique, que ce soit comportemental, que ce soit politique, financière. Évidemment, la finance, c'est un élément important. Mais voilà, à part ça, et c'est vrai que c'est un peu mon quotidien, c'est de dire non, mais on ne va pas vous parler d'un problème, vous allez diffuser une solution. Et ça marche. Donc ça peut, mais c'est vrai que de base, il y a quand même un gros problème. Ouais. Annick Chevillot, vous croisez cet intérêt pour ce qui est science, avec ce qui est santé et aussi avec ce qui est politique. Est-ce que ça donne un double point de vue qui permet justement d'être plus créatif ou plus proche des gens, du public? En fait, la problématique, elle est effectivement, de mon point de vue, plus holistique que par silo. On va parler du climat, du réchauffement climatique, de la pression sur la biodiversité. Mais toutes ces pressions sur l'environnement qu'on fait peser ont des externalités négatives financièrement, mais aussi pour la santé humaine en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concept de santé environnementale, et c'est très peu discuté au niveau politique, puisqu'on est dans ces logiques de politique climatique, de politique de santé publique, mais il reste un phénomène qui est de plus en plus étudié, et qui consiste à dire que plus l'environnement dans lequel on évolue est dégradé et pollué, plus il affecte notre santé, en fait. Et un moyen de prévention de santé humaine assez efficace, et là je reviens aux solutions, c'est de réduire l'impact et de réduire la pression que l'on a sur notre environnement pour que nous puissions garder une bonne santé, en fait. Et ça, c'est tout le concept de ce qu'on appelle le One Health, ou la santé globale, qui consiste en une bonne santé de la terre, des animaux et de l'humain, en fait. Parce que plus on fait pression aussi sur l'animal, plus ce qu'on mange est pollué ou imprégné de substances toxiques. On a des épisodes ici locaux très récents, la pollution à la dioxine à Lausanne, on sait que ça a un impact sur la santé humaine. La pollution des PFAS, des PFAS à Genève, on sait que ça a un impact sur la santé humaine, environnementale, animale, avec la pollution assez élevée des eaux souterraines. Et en fait, tout l'environnement dans lequel on évolue est soumis à ces externalités négatives. Et ça, pour moi, c'est un biais, c'est une porte d'entrée assez intéressante et originale qui est relativement peu traitée, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose en point. On va de plus en plus y venir. Il y a une augmentation de plus en plus forte des maladies non transmissibles. On a vécu un épisode, une parenthèse épidémique, mais les cancers augmentent, mais pas que les cancers des personnes âgées, mais des jeunes aussi. On n'arrive pas à identifier pourquoi. Et je pense que la pollution, ou en tout cas pas forcément juste la pollution, mais le fait qu'on diffuse partout dans le monde des substances qui interagissent entre elles, qui ont un effet synergique, donc qui ont un effet qui augmente l'impact sur la santé humaine, on va de plus en plus être confronté à ça. Et ça, c'est peut-être une porte d'entrée qui est, je suis d'accord, aussi assez déprimante, Philippe, mais quand même qui nous concerne du coup beaucoup plus, parce qu'on parle de notre santé en fait. Ouais. Caroline Vimin, expliquez-nous le travail avec la manière dont vous formez vos journalistes. On rappelle que vous supervisez, que vous créez des médias en Afrique, mais aussi ailleurs, en Ukraine, partout où il y a des zones de conflit. Finalement, on peut se dire qu'ils ont d'autres soucis dans ces régions-là que le climat, que l'écologie, et pourtant, vous montrez l'inverse. Ben oui, parce que, comme ça vient d'être dit, et pourtant c'est un tout, le quotidien des populations aujourd'hui au Sahel, c'est, vous avez peut-être entendu, les écoles qui ont dû fermer au Mali à cause de la canicule. Donc dans des situations, des régions déjà très très fragiles, où si c'est pas à cause d'attaques de groupes armés ou de grève des enseignants, les écoles sont déjà pas ouvertes toute l'année, là on doit les fermer parce qu'on est à plus de 45 degrés depuis milieu du mois de mars, des températures jamais vues dans ces zones Mali, Burkina Faso, Niger. Donc on parle des horaires aménagés, de la fermeture des écoles à cause de la chaleur, donc des effets que ces populations subissent au quotidien du changement climatique. Alors elles ont peut-être moins de changements de comportement à faire, parce que ce n'est pas par rapport à leur comportement que les situations sont telles quelles, mais les questions agricoles qui sont fondamentales en Afrique subsaharienne aujourd'hui, les variables de récolte entre les sécheresses, les inondations, et donc pour les populations de pouvoir juste subvenir à leurs besoins, la crise alimentaire, elle est complètement liée à ce phénomène du changement climatique. Donc on doit nous former, les journalistes, à comprendre ces phénomènes, qui ne sont pas évidents, et surtout donc à traiter non pas le climat ou le changement climatique en tant que tel, mais la réalité et le quotidien des populations
avec cet angle, quelle est la cause? Ou est-ce que cette cause plus une autre, parce qu'il y a aussi l'insécurité, etc. Mais l'insécurité, elle vient souvent aussi de conflits pour accéder à des ressources de plus en plus rares, des terres arables ou des puits d'eau. Donc, c'est forcément intégré, et ces formations que l'on donne, c'est en premier pour les journalistes de comprendre ces enjeux. C'est quoi les gaz à effet de serre, c'est quoi les conséquences de l'effet de serre, c'est quoi le fond vert, c'est quoi la justice climatique, ces concepts, pour qu'eux-mêmes puissent ensuite intégrer ça dans leur couverture et dans les solutions, ou en tout cas les reportages qui sont faits, je pense par exemple à revenir à la culture du sorgho, qui est une céréale locale qui est moins demandeuse en eau que le riz, voilà, ramener dans le quotidien aussi des agriculteurs ces solutions-là à travers des reportages de partage d'adaptation et de solutions. Et en Suisse, dans quel climat est-ce qu'on travaille lorsqu'on traite en tant que journaliste des thèmes liés à l'urgence climatique? Parce que si l'UNESCO et les Nations Unies ont choisi ce thème pour la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est pour montrer que dans le monde, il y a des journalistes qui, en faisant des enquêtes sur l'écologie, se font tuer. Et que c'est, dans certaines parties du monde, un véritable danger de travailler sur ces questions d'écologie. Alors, est-ce que en Suisse, sans aller jusque-là, il y a aussi parfois de la difficulté à enquêter sur les thématiques en lien avec l'urgence climatique, avec l'écologie? Est-ce que le climat est plus passionnel? Je pense évidemment à toute la vague de climato-sceptiques dans le public. Est-ce que c'est plus compliqué de travailler sur ce sujet-là que sur d'autres? Je sais pas, 24 heures par exemple, est-ce qu'on peut parler d'un journalisme qui parfois se met en danger sur ces sujets-là? Alors, fort heureusement pour nous, on n'a pas autant de risques qu'effectivement ceux qui risquent leur vie à parler de climat ou à dénoncer certaines fautes ou irrégularités de par le monde. Mais en revanche, oui, le côté très passionnel, même clivant, haineux, alors là, on l'a en plein. Et ça rejoint. On retrouve d'ailleurs ce qu'on a connu un petit peu pendant la période Covid. J'observe que c'est souvent un petit peu les mêmes d'ailleurs qui étaient anti-vax et qui sont devenus climato-sceptiques ou qui l'étaient déjà. Enfin bref. Donc oui, on sent que ce sujet déchaîne vraiment les passions. Est-ce que ça nous empêche de travailler? On espère que non. En tout cas, on fait de notre mieux pour distribuer et proposer une information claire, précise, vérifiée, quitte à donner la parole de temps en temps aussi à ceux qui ne partagent pas notre point de vue. On nous traite de médias mainstream. Ça ne nous empêche pas de consacrer aussi des articles aux climato-sceptiques qui se déchaînent sur Twitter. Donc voilà, ça ne nous empêche pas de faire notre travail, mais on sent effectivement une passion, quasiment une rage selon les sujets, dans les réactions que ça peut susciter à l'heure des réseaux sociaux par exemple. Est-ce que des journalistes RTS, Pascal Jeanneret, se sont retrouvés dans la tourmente ou ayant des difficultés d'enquêter sur des sujets en lien avec l'écologie? Un peu comme dans le monde financier, il y a des portes qui se ferment, il y a des informations nombreuses auxquelles on n'a pas accès, et on sent qu'effectivement on est encadré, surveillé, c'est très bien, par le public, mais aussi par des groupes d'intérêt. Il ne faut pas oublier que ces questions-là, on a un peu tendance à plus le voir, mais il y a des industries en place depuis des décennies qui sont parmi les plus puissantes du monde, l'industrie fossile, et tout ce qui va avec, gaz, pétrole, charbon, ont des moyens immenses avec comme objectif de garder leur rente pétrolière, leur rente fossile, et on sent évidemment, sont toujours identifiés, mais la difficulté elle est là, c'est que la sortie des énergies fossiles, telle qu'elle est maintenant préconisée et adoptée par les États, et ça c'est peut-être un truc que la COP a fait, qui n'a pas fait sensation, mais pour la première fois c'est écrit dans un texte international, sortir des énergies fossiles, transitionner hors des énergies fossiles, ça heurte directement aux intérêts de ces industries-là. Donc, eux, évidemment, tous les moyens sont bons et seront bons, et on les voit à l'œuvre indirectement. Parfois, il y a des fake news, il y a des newsletters qui donnent des informations clairement pour soit démentir les effets du réchauffement climatique, soit donner des informations fausses, semer un peu le chaos, le doute, quelque part, dans la nécessité ou la cohérence de ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là, je trouve, qu'il y a une difficulté pour nous, qui avons la chance de travailler dans des pays démocratiques, où la difficulté est grande. Et après,
de transmettre aussi, de dire, mais regardez, cet argument-là ne tient pas, il est peut-être en train d'arriver dans l'opinion publique, il est relayé, mais il est faux pour telle et telle raison. Et voilà, c'est plutôt ces pressions-là, les identifier et puis communiquer en fait en quoi elles sont trompeuses, ou alors justifier parfois. Donc finalement essayer de rester objectif et de remettre les choses dans leur contexte. Oui, est-ce qu'effectivement, lutter contre la désinformation ou les fake news, ça fait partie, peut-être au temps ou à l'illustrer, du quotidien du journaliste qui traite de ces questions-là? Oui, bah ça c'est évident, mais c'est comme dans tout sujet, hein, en fait, comme on doit aussi lutter contre les fake news dans le monde de la finance ou dans le monde politique, ça me paraît évident. Moi, l'angle auquel j'ai été, enfin, les pressions auxquelles j'ai été confrontée quand je traite de ces sujets-là sont directement liées à l'activité des personnes qui produisent certaines substances qui ont des effets sur la santé. Reprenons l'exemple des PFAS. Donc les PFAS, c'est une famille de substances qui est très persistante dans l'environnement et qui a des atteintes sur la santé humaine, notamment des effets perturbateurs endocriniens. On va les retrouver dans certains pesticides. Et lorsqu'on écrit ça et que on fait un travail vraiment de data et de détail et qu'on va dire que Bayer produit, que Syngenta produit ces substances que l'on va retrouver dans la graisse des ours polaires, que lorsque l'on sait que la France, qui est le premier pays à faire ça, veut interdire les PFAS dans les cosmétiques, dans les textiles, mais pas dans les ustensiles de cuisine parce que Tefal produit des poêles à frire, on est face à des pressions quand on dit ça. Et effectivement, on est toujours dans ce même mécanisme, on parlait de rente fossile, on est aussi dans une rente de production de substances chimiques parce qu'elles facilitent la vie des industriels. Est-ce qu'elles facilitent vraiment notre vie ? Peut-être, il y a tous ces nudge marketing qui nous incitent à penser que certains produits sont mieux pour nous. Est-ce qu'ils le sont forcément? Ça, je ne sais pas. Mais du moment qu'on précise, on nomme et qu'on ne reste pas dans des généralités, on est face à des pressions, oui. Clément Grandjean, j'imagine qu'à Terre et Nature, c'est pareil, d'autant plus que là, les intérêts seront souvent encore plus proches. Oui, complètement. C'est des questions qui se posent pour nous, notamment, si je pense aux questions sensibles, c'est autour des questions des pesticides, notamment quand il y a des votations autour de ces questions-là. On est un petit peu épargné, sans doute, par le fait, disons, dans la manière de travailler de nos journalistes, par le fait qu'on est, disons, on bénéficie un petit peu de cette étiquette de médias de niche, thématique, qui fait que ceux qui ne nous aiment pas ne nous lisent pas, en général. Et c'est un peu la malédiction, et à la fois ça nous simplifie les choses dans ce genre de cas-là, c'est que nos articles sont lus par nos abonnés, en très très grande majorité. Terre et Nature est un journal qui vraiment repose très largement sur ses abonnés, qui évolue, on l'a juste dit, mais c'est un lectorat qui est vraiment en train d'évoluer, mais ça n'empêche, on est lu quand même par des gens qui ont un intérêt pour ces thématiques-là, et je pense que finalement ça change pas mal les retours qu'on a sur notre manière de traiter l'info. Est-ce que tous les journalistes sont d'accord entre eux? Est-ce que dans le fond, on a aujourd'hui, lorsqu'on est un journaliste professionnel en Suisse romande, on partage à peu près le même point de vue que ses collègues sur les enjeux climatiques? Philippe Clos, vous qui en avez vu justement passer quelques générations de journalistes successifs, est-ce qu'aujourd'hui il y a une sorte de consensus dans la profession, ou est-ce qu'il faudrait se forcer à intégrer des climato-sceptiques dans les rédactions pour être certain d'être représentatif de la population? Oui, c'est un débat. Je pense que c'est de la science, l'écologie. Donc, nier le réchauffement climatique pour cause d'activité humaine, c'est comme être platiste. Ça existe aussi, les platistes. Hein. La Terre est plate, quoi. C'est ça, monsieur n'est pas content, là. Vous êtes platiste? Non, je ne suis pas platiste, mais bon, si je peux m'exprimer après, Oui, avec plaisir. Non, mais je croyais que c'était justement qu'entre journalistes qui avaient maintenant des oppositions, parce que récemment, ma rédactrice en chef a reçu un message très violent d'un collaborateur de 24 heures qui me dénonçait pour un article que j'avais écrit. Donc, il a eu le courage de l'adresser qu'à la rédactrice en chef. C'est dire si les journalistes ne sont pas tous d'accord entre eux, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de consensus, parce que j'avais été pas assez écologiste d'ailleurs. J'avais dit que dans mon article sur la chaux de fonds, la tempête de la chaux de fonds, il n'y avait pas de démonstration possible de lien direct entre climat, la crise climatique et ces incidents ponctuels. Il n'y a pas assez
Statistiquement, c'est pas possible de lier ça, et c'est dangereux de lier tout ce qui se passe de négatif au climat parce qu'après ça perd en crédibilité. Donc oui, les incendies de forêt, certainement, mais pas des coups de tabac comme ça ponctuels sur une ville. Non, je dirais que ça va mieux tout ça en termes de consensus général, mais vu que je suis vieux et que j'ai commencé donc il y a longtemps ce genre d'article, qu'est-ce que je me suis pris dans la figure, hein? Et combien d'insultes épouvantables et courageusement anonymes j'ai reçues, hein? Mais moi, je pense que le consensus, il peut aussi, il vient en partie de la science, en fait. La science permet de factualiser certains éléments. Alors, la science n'est pas parfaite, rien n'est parfait, mais la science permet de factualiser certains éléments et ça permet d'éviter ce débat entre savoir et croyance. Et moi, je pense que quand on est sur une base où on croit quelque chose, où on a des convictions, on est hors du schéma de recherche par itération, par recherche scientifique, par reproduction des études, qui permet de développer un savoir commun. Et lorsque ce savoir commun se développe, ça génère du consensus, en fait. Et ce savoir commun, il a aussi été endossé par les États. Donc aujourd'hui, quelque part, le rôle de l'humanité, des activités humaines dans ce réchauffement, dans le dérèglement climatique, il est aussi validé maintenant au niveau politique mondial. Donc on n'est plus quelque part dans l'opinion. Donc il y a la science qui a amené des éléments, des constats qui ont été validés par les gouvernements. Donc on a aussi le débat a changé depuis une dizaine d'années. Avant, on était peut-être dans l'opinion, dans le militantisme. Aujourd'hui, on a une base de faits, de chiffres, et une base d'adoption politique aussi qui fait que on pose différemment les questions. Quand un État s'engage à respecter tel objectif, eh ben, l'État s'est engagé et on peut mettre en question les moyens qu'il met en œuvre pour respecter ce à quoi il s'est engagé. Donc on n'est plus dans l'opinion, on est simplement dans le débat d'en dessus, c'est-à-dire comment on met en œuvre. Et c'est là, je pense qu'effectivement, on peut ne pas être d'accord, et c'est passionnant de ne pas être d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que c'est à un niveau supérieur aujourd'hui que ça se passe sur quelles sont les solutions, comment mettre en œuvre, au fond, ce qui a été validé au niveau politique et scientifique auparavant. Est-ce que dans les... Oui. Médiatiquement, alors, pour assister à quand même bon nombre de séances à 24 heures, je ne sais pas très bien qui a écrit à M. Clos, mais je ne les vois pas le matin en séance. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la façon médiatiquement pour nous dont on l'aborde. Qu'est-ce qu'on raconte quand on est ces derniers étés, à mon avis cet été, on se reposera la question en période de canicule, qu'est-ce qu'on dit, où on va, comment on illustre le propos. On avait eu à l'époque aussi un débat très intéressant, c'était avec les photos. Comment on illustre, qu'est-ce qu'on montre. Quand il fait 38 degrés fin août, on a vite compris que l'enfant souriant avec la glace au bord du lac, ça allait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on montre, comment on raconte tout ça, c'est là que c'est intéressant. Je pense que Annick a raison, dans l'imaginaire collectif, tout le monde est d'accord. Après, dans la mise en scène journalistique, dans son sens le plus noble, hein, comment on amène ça, c'est là qu'il y a des débats qui sont intéressants et heureusement, on n'est pas tous d'accord et ça permet une pluralité, une rédaction, sans être aussi extrême que certains le pensent. Ces différentes opinions. Ouais. Est-ce que ces sujets prennent bien dans les rédactions? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires? Est-ce que les journalistes sont aujourd'hui formés, volontaires et désireux de s'emparer de ces thématiques, de réfléchir à des manières justement créatives de traiter ces sujets? Ou est-ce que c'est compliqué, Caroline Vumain? Oui, je fais oui de la tête parce que chez nous, c'est encore une fois déjà des populations très jeunes, donc qui sont... très conscientes aussi et qui baignent malheureusement dans cette réalité-là. Et puis, parce que, encore une fois, c'est les effets au quotidien, les conséquences au quotidien, elles sont là. Donc, si tu veux raconter le monde, si tu veux raconter la société, si tu veux raconter ce que vivent les gens, c'est, dans certains des pays, toujours en lien avec... de l'insécurité alimentaire, des problèmes d'agriculture, des problèmes de santé, des problèmes de sécurité qui, dans les explications, reviennent à la péjoration de la qualité environnementale, de la régénération des ressources et donc du bien-être commun. À Terre et Nature, est-ce que c'est difficile ou facile de trouver de travailler avec des journalistes qui couvrent bien, spontanément? Il y a un vrai intérêt. Alors les gens qui le couvrent bien, il y a une réflexion derrière et il y a bien sûr des angles à réfléchir. Les angles ne se trouvent pas tout seuls non plus, malgré toutes les actus.
Je pense que par contre, ce qu'il y a en commun, on revient peut-être à cette question de pédagogie. Enfin, j'ai l'impression qu'on a en tout cas chez nos journalistes une grosse envie de, déjà peut-être au niveau personnel, de comprendre ces questions-là et d'aller se confronter sur le terrain à ces questions-là. Et puis ensuite, l'idée de pouvoir rendre un peu concret ces réflexions. On est un peu dans toutes ces... Enfin, toujours, on parle de la COP, on parle de questions de hausse de température, plus 1,5 degré, 2 degrés. Enfin, on est dans de l'abstrait qui est vraiment qui nous touche tellement peu qu'on se dit, enfin, à notre échelle, 1,5 degré en été, c'est pas grand-chose, c'est plutôt chouette. Et il y a un vrai besoin de décoder, de raconter autrement ces questions-là. Et je pense que ça, on le retrouve chez tous nos journalistes. Ouais. Je passe la parole à Marc-Henri Jobin pour quelques questions avant de vous passer aussi à vous, Madame, Monsieur, la parole sur en lien avec la formation. La question est déjà répondue quelque part, mais c'est vrai, dans le fond, la question se pose aujourd'hui. En France, certaines écoles ont adhéré à la charte que j'ai mentionnée tout à l'heure, et puis offrent certains établissements de formation au journalisme, mais aussi spécialisés comme Samza, que vous connaissez peut-être, qui a d'abord commencé avec le journalisme Mojo, donc smartphone, dont on s'est beaucoup inspiré ici. Eux, ils offrent des cours en bonne et due forme pour sensibiliser, si on veut bien, pour aller au-delà de la sensibilisation, pour donner peut-être aussi des pistes aux journalistes sur comment traiter les questions environnementales, notamment les documenter. Une photo, j'entends, on ne peut pas commencer à demander à l'IA de nous traficoter le garçon au bord de la plage qui a du plaisir à se baigner pour le faire pleurer, ça ne va pas non plus. Donc, comment on illustre ça, etc. Et la question se pose, je me pose la question de savoir, dans le fond, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut former des journalistes spécifiquement à des questions transversales, qui sont aussi transversales que la politique ou l'économie, ou bien est-ce qu'il faut former les jeunes journalistes davantage à gérer le débat? Parce que, dans le fond, c'est ce qui ressort. C'est qu'aujourd'hui, du reste, ce n'est pas seulement dans le domaine du climat, mais toute question devient forcément un peu polémique. Ici, le climat, je vois un clivage, j'ai senti un clivage ville-campagne. En campagne, on fait les choses, on vit avec, et puis en ville, on en discute, puis on polémique. Hein, donc on est des vrais bobos, quoi. Hein. Et puis, dans le fond, comment on réconcilie tout ce monde, parce que c'est quand même la place publique, c'est le rôle des médias dans la place publique et dans le débat est essentiel. Donc on ne peut pas être que entendre des... Il faut entendre aussi de temps en temps, je ne dis pas les platistes, mais enfin des gens qui ont des doutes. Et les rapporter, vous le faites aussi dans 24 heures. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas un public, il y a des publics, et dans les publics que l'on a, il y a aussi des gens qui se disent, mais est-ce que tout ça, c'est une mode? Il y a des gens qui se posent encore la question aujourd'hui. Donc, voilà, comment sensibiliser sans tomber dans une sorte de prosélytisme, pour moi, c'est une question fondamentale. Alors, je vous pose, est-ce qu'il y a besoin de formation? D'une manière générale, à une question aussi, ou bien ça se crée parce qu'on a la curiosité, l'affinité, puis qu'on est le chef de file, puis qu'on essaie de faire passer ça comme vous dans le reste de la rédaction, parce qu'on est une sorte de super user du domaine, enfin de super connaisseur du domaine, ou bien est-ce qu'il faut vraiment une spécialisation pour bien travailler, pour bien thématiser les questions d'environnement aujourd'hui? Il faut bouffer beaucoup de vulgarisation scientifique, je pense. Par exemple, écrire un article ou faire une émission sur les énergies renouvelables qui produisent essentiellement de l'électricité, sans savoir ce que c'est un kilowattheure, par exemple, c'est pas possible. Mais pourtant, je suis sûr que ça existe. Donc, 1 kilowattheure, 1 mégawattheure, 1 gigawattheure, 1 térawattheure, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir combien consomme un pays comme la Suisse par année en électricité, c'est 53 térawattheures, qu'est-ce que c'est, etc. Ces notions-là, elles sont capitales. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de flou quand on voit, voilà, on va se battre pour 4 éoliennes, pour ou contre, et c'est vraiment capital de savoir qu'est-ce que ça représente, les 6 éoliennes de Sainte-Croix par rapport à la consommation. Il faut pouvoir, ça permet, quand on sait un peu ces choses techniques-là, ça permet de relativiser le discours qui dit ces 6 éoliennes, ça va donner de l'électricité à 4000 ménages, c'est-à-dire à 12 000 personnes. Mais en fait, c'est plus complexe que ça parce que les ménages dans la consommation d'électricité en Suisse, c'est 30%. 30% pour l'industrie, 30% pour les services, 10%
pour les transports publics électrifiés. Donc, c'est pas, au fond, c'est une comparaison que les forces, que les électriciens donnent souvent, les ménages, mais c'est que 30% au fond des acteurs de la consommation d'électricité. Alors, moi, j'ose pas relire mes premiers articles parce que ça serait encore plus déprimant. Les lunettes vous entendent. Mes lunettes m'entendent. Alors, besoin de formation. Sur cette question du besoin de formation. Alors oui, il faut de la formation, mais encore une fois, moi, mon dada, c'est les sciences dures, quoi. Essayons de rendre cette écologie très précise, cette information écologique aussi précise que possible, éloignons-nous un peu de la sociologie des croyances. Par contre, alors je trouve qu'il faudrait une formation pour les journalistes économiques, parce que les rubriques économiques de tous médias confondus sont nulles pour les problèmes écologiques. On en parlera à Perveilla. Alors, Perveilla, c'est une exception. Hein. Non, il y a des exceptions. Mais je trouve que c'est central. Peut-être l'avis d'autres sur la formation. L'écologie est en opposition avec l'économie, c'est ça le problème. Et quand je lis les rubriques économiques, c'est la portion congrue, ce problème-là, cet antagonisme entre écologie et économie, qui est capital. Moi, si c'était ma vie était à refaire, je ferais HEC pour pouvoir pas être une pive en économie et faire du journalisme économico-écologique. Voilà. Voilà, convaincu, j'ai fait ça pendant des années. Mais je parle maintenant, alors, si on prend Pascal Jeanneret, lui, c'est un journaliste dédié à l'économie qui passe maintenant au domaine sciences et environnement. Est-ce que là, on a changé de paradigme, dans le fond, ou bien les deux sont très liés, in fine, bien qu'on les... Aujourd'hui, selon M. Clos, Philippe Clos, c'est toujours un peu séparé, les deux disciplines. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, peut-être en parallèle à mes activités de production quotidienne, etc., pris ou eu un peu le temps, mais pris peut-être beaucoup aussi le temps sur moi pour me spécialiser en politique, en économie après, et puis toujours déjà, voilà, une quinzaine d'années que les questions d'énergie m'intéressent, donc j'ai un peu accumulé ça en créant ma propre expertise, un peu tout seul, en cherchant des éléments, mais je me rends compte qu'effectivement, les ordres de grandeur, les unités, les bases, l'histoire un peu aussi des débats climatiques, hein, c'est des choses qui ont été quand même débattues pendant 2 décennies maintenant, depuis le rapport de sommet de Rio. Ce savoir-là, je crois qu'il est important d'avoir, et c'est souvent, ne pas l'avoir, peut-être une barrière pour certains qui seraient intéressés, mais il y a un peu peut-être cette complexité qui fait qu'on a de la peine à aller vraiment dedans et être à l'aise. Et je pense que des formations peuvent aider à aller plus loin et dire, ok, je comprends, je vois les ordres de grandeur, la puissance, le stockage, la quantité, tous ces éléments dont on parle et qui peuvent faire peur quand on voit une news, qui permettent aussi de prendre la distance et de mettre au bon endroit une information, un communiqué, n'importe quoi, et pouvoir trier, travailler mieux, plus efficacement. Moi, je pense souvent, à une époque, la fiscalité, c'était un secteur très protégé parce que c'était compliqué. Alors, personne ne voulait s'y frotter, et finalement, toutes les questions fiscales restaient un peu comme ça dans l'ombre, pour le plus grand plaisir de ceux qui étaient actifs au niveau, qui étaient des acteurs du marché. J'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un peu ça qui s'est aussi passé longtemps. Dans le monde de l'énergie, c'est compliqué, on laisse les électriciens faire, ça va. Mais là, je crois que c'est nécessaire, effectivement, d'aller plus loin, d'expliquer que les gens connaissent, et après, il n'y a plus de dupes. Et avec les faits, et c'est ce qui permet justement de mettre d'accord la ville et la campagne, de dire oui, mais on est d'accord sur les faits, votre éolienne, c'est 4000 personnes. Ouais, mais ces 4000 personnes, moi, ça va m'être utile, j'ai une industrie qui a besoin de courant pendant la journée. Et là, on se retrouve, et ça réunit sur la base de ces connaissances. Et après, on peut de nouveau ne pas être d'accord et avoir des débats. Mais cette connaissance-là, je pense qu'elle est indispensable. Adjabio, est-ce qu'il faut être journaliste, avoir étudié, être une scientifique comme vous, je ne suis pas scientifique. pour parler science, pour parler du climat, d'environnement, est-ce qu'il faut être un journaliste, avoir étudié l'économie pour faire du journalisme économique, ou bien est-ce que finalement tous les journalistes doivent s'intéresser à ces questions transversales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient politiques, culturelles?
Je pense qu'il va y avoir un socle quand même commun et un socle de connaissances minimales pour s'attaquer à un sujet, sinon on est vraiment sujet à absorber ou à prendre sans aucune limite le discours qui vient de l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit d'un lobby ou d'une personne bien intentionnée, peu importe. Donc ça c'est nécessaire à mon avis. Je pense pas qu'il faut être docteur en physique pour être un bon journaliste scientifique. Il ne faut pas non plus être médecin, donc médecin de santé humaine pour être un bon journaliste santé. En revanche, il va avoir un réflexe de poser les bonnes questions, et ça, c'est vraiment lié à notre métier. Lorsque on parle de différents projets politique, économique, on va systématiquement dire quel est l'impact financier ou quel est l'impact politique, est-ce qu'il y a des divergences par les partis. On pose relativement peu les questions de ce que je disais au départ, des externalités négatives, combien ça va coûter à la société en général, aux finances publiques, de prendre en charge la dépollution d'un site, de prendre en charge ce que ça va coûter en termes de santé publique. C'est le langage que tout le monde comprend, en fait. Exactement. Et ça, je pense que c'est le rôle des journalistes d'intégrer dans leur questionnement ce genre de questions également. Je pose la question, 24 heures finalement, est-ce qu'il y aurait besoin finalement de regrouper toute cette discussion autour de quelque chose de plus conçu, regroupé, ou bien est-ce qu'il faut renouveler les discussions ouvertes et partager, pour partager le savoir des uns, les connaissances que vous avez acquis, égrenées au fil des ans. Un peu perdu le fil. On est parti de la formation, oui. On arrivait après à l'intérêt des journalistes. Moi, je pense que sur ces questions de climat et puis de changement climatique ou de dérèglement, on l'appelle comme on veut, la curiosité empêchera jamais personne de s'intéresser à un sujet, de donner son avis, de poser des questions. S'agissant après d'en faire une spécialité journalistique, je pense effectivement qu'une expertise, un socle, sera toujours le bienvenu pour pouvoir éviter de se faire enfiler des perles et poser les questions qui fâchent. Je constate aussi que les jeunes générations sont un petit peu plus au courant de tout ça que nous, quand j'ai commencé moi il y a une vingtaine d'années, c'était pas un sujet chaud sans mauvais jeu de mots. Donc je constate aussi qu'aujourd'hui les jeunes, on en voit aussi arriver, alors sans être des experts, ont une assise, un socle, un petit peu de connaissance qui est quand même déjà beaucoup plus solide et qui leur permet un intérêt, une curiosité aussi pour cette matière-là. Voilà, c'est ça, mais qui n'existait pas. On le voit dans les cursus académiques. J'imagine que vous les voyez passer. On n'a pas tellement parlé des activistes du climat, mais il y a quelques allumés. Il y a aussi des cerveaux dans ces bandes. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question de génération et d'intérêt lié à une actualité qui évolue très vite et puis qui n'était pas la même il y a une vingtaine d'années. Je vous propose qu'on prenne le temps qui nous reste pour ouvrir la discussion avec le public, peut-être effectivement avec des éléments en lien avec les activistes du climat, pourquoi pas. Questions-réponses, présentez-vous juste et puis dites-nous à qui s'adresse votre question. Alors là, d'accord. Oui, allez-y monsieur, et puis après... Christophe Verdon, je suis un ancien pasteur, un ancien vert aussi, j'ai bossé un peu avec Gabriela il y a très très longtemps. Les seules choses que je partage avec lui désormais, c'est un certain nombre de points. Pour le reste, j'ai évolué. Quand on parle de protection de l'environnement, protection de biodiversité, je suis plutôt d'une oreille très, très favorable à ces propos-là. Quand on parle de transition énergétique, de décarbonation, de toute cette nouvelle religion, j'ai des gros problèmes. Parce que j'ai l'impression, je vais vous le dire, je suis un peu le fou du roi aujourd'hui. J'ai l'impression que vous baignez tous dans un même consensus, spécialement en Suisse romande, qui ne remet pas en question le RCA, réchauffement climatique d'origine anthropique. Il semble que c'est une vérité tombée du ciel, c'est un nouveau dogme, il faut décarboner. Or, contrairement à ce que dit tout le monde et ce qu'on ne voit pas dans vos médias, il y a des dizaines de milliers de scientifiques climato-réalistes dans le monde qui remettent en question cette thèse-là. J'insiste bien sur le mot climato-réaliste, parce que Mme Falconier, j'ai utilisé plusieurs fois le terme climato-sceptique. Je ne supporte pas ce mot qui fait effectivement allusion à la religion. Or, ce n'est pas moi même si je suis un ancien pasteur, ce n'est pas moi qui suis dans la religion ou la croyance. En matière scientifique, je me base sur des faits. Ici, j'ai une quinzaine de bouquins
va vous montrer que après ça vous intéresse, des scientifiques très sérieux, il y a des prix Nobel, des gens qui ont supervisé les travaux du GIEC, etc., qui ne partagent pas ces opinions. Et moi, j'aurais une question toute simple qui s'adresse à tous. Comment se fait-il que depuis qu'on parle du climat, ces gens n'aient jamais été invités sur vos plateaux? Pourquoi? François Gervais, Christian Géraud, John Clauser, Jules Curry, il y en a une quantité que je pourrais vous citer. Pourquoi ils ne sont jamais invités? S'ils se trompent, eh bien, il y aura un débat scientifique, la science avance par contradiction. Et pourquoi ne sont-ils jamais invités? C'est pour ça que les gens commencent à en avoir marre. On va laisser répondre peut-être. Qui souhaite répondre brièvement à M. Pascal Jeanneret, Nick Chevioux? Pascal? Il y avait des études scientifiques qui montraient qu'il n'y avait pas d'effet, enfin que l'origine de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère n'était pas d'origine humaine. Je me précipiterais dessus et je serais très heureux de la thématiser pour annoncer des bonnes nouvelles. Malheureusement, il n'y en a pas. Et il y a un consensus scientifique qui est aujourd'hui, on va dire, complet pour dire ça. Et nous, en tant que médias de service public, on ne peut plus, quelque part, donner la parole à des personnes qui démentent quelque chose qui est attesté. On ne peut pas non plus le faire. Quelque part, c'est plus donner la parole à des gens qui ont des opinions divergentes ou qui donnent leur avis sur quelque chose. Il y a des faits scientifiques, l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, on connaît le nombre de ppm, on sait combien sont émises chaque année, on connaît l'origine de ces molécules de CO2 à peu près d'où elles proviennent, et maintenant c'est la base sur laquelle on peut discuter et agir. Mais aujourd'hui, je ne vois pas quelle étude, quel autre input dans le débat scientifique permettrait de démentir ce lien clairement entre les émissions humaines de CO2, l'accumulation dans l'atmosphère et le dérèglement climatique. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre la discussion. Vous pourrez montrer vos livres à M. Jeanneret autour d'un verre et d'un sandwich. Avant, j'avais juste... D'accord, ok, volontiers. C'est Claude Ansermont, rédacteur en chef de 24 heures scientifique. Cette critique qu'on ne donne jamais la parole aux climato, qui s'appellent d'ailleurs eux-mêmes climato-réalistes, hein, ce qui est aussi quelque part une façon de dire nous avons raison et les autres ont tort. Bah oui, vous êtes réaliste, les autres sont irréalistes. Voilà, hein, c'est ça. Négationniste, c'est les mots. Voilà. Sceptique, c'est pas une connotation négative. Réaliste, c'est asséner une vérité. C'est une question sémantique. On a fait une page 3 sur ces climato-réalistes sceptiques avec des gens que vous avez d'ailleurs cités dans votre truc. Donc de dire systématiquement qu'on ne donne pas la parole à ces gens-là, c'est d'ailleurs la même chose sur plein d'autres débats. C'est nier la réalité des faits journalistiques. Donc je crois que là-dessus il faut être clair. Et il y a dans nos rédactions d'ailleurs des gens qui là aussi sur le fait que tout le monde serait d'accord sur le constat. Je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord sur les solutions, et vous, Pascal Jeanneret l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a des divergences de vues qui sont énormes aussi chez les journalistes. Donc de faire des journalistes, c'est vraiment tirer sur le messager au nom d'une espèce de cause et au nom d'une espèce de... Nous sommes les martyrs des médias qui ne nous donnent jamais la parole. Sylvain Besson, on a eu le débat encore ce matin de savoir comment on pouvait thématiser ce problème du climat, puisque c'est une des grandes préoccupations des Suisses, mais en même temps on s'aperçoit que c'est très répétitif, c'est très difficile de trouver de l'originalité. Ma question était très simple: est-ce qu'il existe quelque chose comme le scoop climatique, et est-ce que vous en avez déjà eu? Le scoop climatique, c'est plus dans les solutions, ou dans les chiffres, ou dans l'évolution. Les bases du bilan, elles ont été posées pierre par pierre depuis des décennies. S'il y avait un scoop là, alors ça serait peut-être des scoops négatifs, parce que s'il y a un point de bascule, un tipping point tout d'un coup, ou des chiffres qui montrent qu'il y a un déraillement, là ça serait d'affreux scoops, donc on préfère pas les avoir. Mais c'est plus dans les solutions. On se rend compte que telle industrie, tout d'un coup, il y a un progrès, où il y a des investissements qui se font. Alors, mais c'est vrai que c'est pas... alors après, c'est pas comme dans les questions financières, judiciaires ou locales, où tout d'un coup on peut avoir une info, ou dans une collectivité on peut vraiment avoir quelque chose de concernant le scoop mondial climatique, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. C'est aussi un sujet qui est extrême sur la longue durée. Ouais. Et c'est pour ça que ça lasse aussi, parce que c'est sur la longue durée, puis que les changements
sont réels, mais lents à l'échelle humaine, ultra rapides à l'échelle des temps géologiques. Donc, un scoop, ça serait, on pourrait décrédibiliser, ça risquerait vraiment de décrédibiliser le journalisme climatique, je pense, si on sortait tout. Quel scoop on peut avoir par rapport à un phénomène progressif, linéaire, je vois mal, mais par contre, si on trouvait un type corrompu, comme l'avait fait, je crois, un journaliste avec un livre, Le Saleton pour le GIEC, je ne sais plus comment il s'appelle, mon copain journaliste, il avait trouvé quand même qu'il y avait quelques individus au GIEC qui étaient peu recommandables, par exemple. Alors, il y a peut-être des choses comme ça, mais autrement... Non. Je crois que en fait, c'est presque ça qu'il y a c'est une sorte de fatalité, quoi. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux conséquences. On en a d'ailleurs déjà parlé. Et en fait, lorsqu'on est dans une logique d'évaluer les conséquences de la pollution ou des émissions, de l'impact de la pollution de l'air sur la santé humaine, moi, j'ai énormément d'exemples de ce qu'on peut appeler des scoops. Il y a un film en 2019, Dark Waters, qui est sorti justement sur la pollution au PFAS en Virginie occidentale. Là, on a eu un débat très long. Jusqu'au moment où on est allé, alors là, on n'est pas vraiment dans l'environnement, on est plus vraiment dans la santé pure, mais le tabac ne tue pas à fumer tue sur les paquets de cigarettes, on est aussi dans ce genre de logique-là. Mais c'est une des conséquences du climat, c'est une des conséquences de la pression, de la pollution et de tout ce qu'on met dans l'environnement qui nous revient comme un boomerang et qui nous affecte en fait. Donc c'est un cycle, c'est quelque chose de cyclique en fait. Donc ça fait partie, si le climat c'est uniquement des questions de température et des questions de baisse ou de hausse des limites qu'on a nous pour pouvoir vivre dans cet environnement dégradé, mais il y a 9 limites planétaires. Et le climat est nourri de ces 9 limites planétaires. La santé en fait partie. Et les conséquences de tout ce que l'on fait à l'environnement sur notre santé à nous sont une des conséquences. Et là, on peut obtenir effectivement énormément de sujets ou énormément d'angles ou de points d'entrée qui sont un peu différents que de simplement rappeler aujourd'hui, on a dépassé la température habituelle. Aujourd'hui, on a atteint le maximum jamais réalisé depuis qu'on fait les relevés. Là, on est dans des conséquences en fait. Et là, c'est très intéressant, je trouve. Est-ce que Caroline Vimin, Clément Grandjean, sur ce concept de scoop, pour attirer l'attention, pour dynamiser Nous, on a des scoops. Non, je m'amuse un peu de ça, mais on a, disons, le scoop à l'échelle de Terre et Nature, qui est donc magazine, hebdo, traitement de l'info saisonnière. Le scoop, ça va être à notre échelle le type qui produit je sais pas, qui a des vergers d'arbres fruitiers à Genève, l'agriculteur de métier, qui plante l'année passée un verger d'olivier. Et ça, à l'échelle de notre lectorat, à l'échelle de cette question d'aller chercher du témoignage et du concret de la vie des gens, je pense qu'à l'échelle de Terre et Nature, on est dans le scoop, ouais. On est dans le, enfin, je sais pas quelle est la définition exacte du scoop, mais dans le sujet concernant le sujet changement de vie d'une personne qui va peut-être parler. Vous êtes seul à l'annoncer. Évoquer, on est seul. C'est inattendu. Alors, en l'occurrence, c'est encore une info qui a un côté un peu optimiste. On s'amuse des fois. Terre et Nature, on dit qu'on est le journal des bonnes nouvelles, mais c'est un peu par la force des choses. C'est pas quelque chose qu'on thématise ou qui fait partie du programme, mais c'est dans cette idée d'aller voir des gens qui plutôt sont dans l'action. Et là, je pense que c'est un exemple qu'en est un à notre échelle. Parce que c'est un scoop dans le sens où c'est peut-être emblématique de quelque chose qui va se passer. Exactement. Vous êtes le premier à le dire, c'est le premier à le faire, et ça veut dire quelque chose dans le big picture. Donc dans ce sens-là, il y a une vraie... Avec la discrétion et la maladresse qu'on a à traiter des scoops à Terre et Nature, mais... Là, vous l'êtes fait piquer. Ouais, madame. Madame, une autre question. Isabelle Tassé. J'avais une petite juste question. Quand vous concevez le chemin de fer d'un journal ou d'un journal télévisé ou print, est-ce que il y a une espèce d'idée qui dit que quand on arrive avec un sujet sur le climat ou sur l'écologie, ça va être entre guillemets moins vendeur que d'autres catégories de sujets? Est-ce qu'on arrive à mesurer ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pareil? Alors non, c'est pas vrai, en tout cas pas chez nous. Tout dépend toujours de l'angle, qu'est-ce que c'est pour dire quoi, comme disait Annick, si c'est pour expliquer comme c'est tombé hier, qu'on vit, où on dépasse tous les seuils de température, qu'on a les étés les plus chauds qui s'enchaînent, triste à dire, mais on le sait, et effectivement, il n'y a pas grand-chose de neuf.
un angle différent, un scoop. Là, effectivement, c'en est un très bon. Il fallait peut-être pas le donner. On l'a publié l'année passée. C'est ça. Donc, il y a pas... On a créé abonné. Oui. Il n'y a pas d'a priori de dire ah c'est le climat, bah, tu auras un pied de page dans l'ancien monde des chemins de fer que vous semblez connaître. Donc non, en tout cas, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on veut dire de plus ou différemment qui donne de la consistance et puis qui hiérarchise un petit peu l'information dans nos pages. Pour nous, à la RTS, pour le 19-30, c'est vrai que ça peut dépendre un peu du contexte. Il y a déjà beaucoup d'actualités internationales, par exemple, avec des choses négatives ou des journaux où il y a des nouvelles. Ou ce que thématisent d'autres titres, ce qui est un peu à la une dans d'autres journaux ou dans la presse internationale, ça peut vraiment affecter beaucoup la manière ou pas d'accueillir des sujets liés au climat. Mais c'est vrai que parfois c'est très difficile parce que ben voilà, c'est considéré peut-être comme quelque chose de négatif, d'anxiogène ou de mauvais pour le public. Mais de nouveau, on essaye de montrer en quoi il y a des choses positives quand même à en tirer et des débats positifs qui peuvent en être. Mais c'est vrai que parfois c'est extrêmement difficile d'avoir une place. Moi, il y a un autre aspect, c'est l'aspect politique. C'est comme on vote beaucoup sur ces sujets-là en Suisse. Comme il y a des débats parlementaires assez importants sur ces thématiques-là, avec des clivages politiques gauche-droite, parfois aussi au centre, c'est un sujet qui n'est pas du tout minimisé, en fait, au contraire, parce que en fait, ça fait partie de la vie aussi civique du pays, donc on parle régulièrement de ces sujets-là. Merci. Alexa Tissière, cofondatrice de Média Mieux, qui est un média engagé citoyen écologique sur toutes ces questions-là. Et j'étais un peu surprise au début de voir que personne n'adhère, en tout cas pas entièrement à cette charte, avec en plus des arguments où je me questionne, parce que notamment la RTS a accepté une charte sur le journalisme inclusif et non sexiste, et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même ordre d'idée et que ça n'entacherait pas votre indépendance. Et j'ai surtout l'impression que cette charte, elle permettrait de temps en temps d'éviter certains écueils qu'on peut voir en lisant des articles. Je pense notamment par exemple à la question des financements par les énergies fossiles. C'est vrai que je pense que quelque chose qui est difficile pour le public, c'est d'avoir certains articles sur l'écologie et puis d'un coup quelque chose de complètement contradictoire, par exemple avec une pub. Je pense notamment à l'Illustré qui chaque année a un partenariat avec les croisières et où vraiment ça peut questionner, je pense, d'avoir ces deux formats dans le même journal. Ou alors parfois quand la parole est donnée à certaines entreprises aussi sur leurs super objectifs bas carbone, souvent très peu réalistes. Je pense ici notamment à un article à RTS qui avait fait l'apologie des objectifs d'EasyJet, d'avoir une neutralité carbone en 2050, et à part les mots du directeur d'EasyJet, il n'y avait absolument rien dans cet article. Donc je me demandais, malgré l'absence de charte, comment est-ce que vous faites pour avoir cette sorte de aussi cohérence interne, transversalité, aussi avec cette rubrique à la RTS qui peut te questionner, où on a l'impression que d'un coup on sort ce sujet du reste, même si j'imagine que bien sûr c'est pas le cas. Voilà, comment est-ce qu'on, à la fois sur les financements, mais aussi sur parfois ne pas donner la parole un peu au greenwashing. Je crois que la réponse, c'est rigueur. C'est-à-dire que notre charte nous impose la rigueur, on la cultive. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est qu'on a cette rigueur, on a ce souci-là. Et de mettre en question via une charte supplémentaire, après peut-être qu'on en met une autre sur le genre, peut-être qu'on en a après une autre, puis il y a peut-être des contradictions qui vont intervenir entre ces chartes. Je trouve que le système actuel d'en avoir une qui recouvre tous les aspects de notre métier, quel que soit le sujet, du sport à la culture, en passant par l'international ou le climat, elle est suffisamment exigeante, elle nous donne aussi des libertés, des droits pour aller rechercher l'information. Je trouve qu'elle est suffisamment solide. Et après, c'est à nous, individuellement, journalistes, de la mettre à usage et puis d'aller questionner, de cultiver une expertise pour ne pas être dupe, pour aller au bout des questionnements, au bout des réponses qu'on peut obtenir. Et oui, peut-être à EasyJet, oui, il y a des choses à dire, peut-être 2050 avec des carburants renouvelables, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que le greenwashing, c'est quelque chose qu'on thématise, dont on parle, qui évolue aussi. Il y a des normes européennes qui se mettent en place. Enfin, rendre compte de tout ça, j'ai pas l'impression qu'on est dupe. Maintenant, c'est vrai qu'on se bat tous les jours pour essayer de ne pas l'être et puis d'avoir toutes les informations en main pour être les moins naïfs possibles, on va dire. Et pédagogiques après aussi pour transmettre, parce que c'est vrai que c'est souvent complexe.
quel est l'angle qui permet de vraiment répondre à une question, de désamorcer une information en étant factuel, c'est le défi quotidien. Ouais. J'ai une question de monsieur. Ah oui, est-ce que juste Philippe Claude Illustré veut répondre sur le difficile équilibre entre le rédactionnel et l'aspect publicitaire, annonceur? Par définition, je suis journaliste, je ne m'occupe pas de publicité. Voilà. C'est ça la définition? Non, mais c'est vrai. C'est absolument ça. C'est-à-dire que le rédacteur en chef dans un journal peut questionner une publicité quand il estime que ça va en dehors de la norme et puis que ça va en contradiction flagrante avec la substance éditoriale de son journal. Mais même dans la charte des devoirs et droits, les journalistes s'occupent de l'éditorial et les éditeurs s'occupent de la publicité au motif que cette publicité paie à 45, avant 80%, aujourd'hui 40%. Enfin, on dit que la plus... Voilà. Ne vous en faites pas. Donc, à un moment donné... Le financement issu des activités les plus polluantes. Ne vous en faites pas. La charte, elle s'adresse aussi aux rédacteurs en chef et pas uniquement aux journalistes. Mais ne vous en faites pas, on a de moins en moins de publicité. Oui, mais pas la charte des devoirs. On est en pleine décroissance. Voilà. Vous inquiétez pas, si vous critiquez suffisamment, dommage que notre ami Besson soit parti, mais quand il sort sur la pollution des paquebots qui assurent le transport maritime mondial et qu'on a la famille la plus riche de Suisse, qui est justement propriétaire de ces bateaux et puis qui habite Genève, on n'a pas vu beaucoup de publicité les concernant suivre dans les journaux en question. La réponse, elle vient d'elle-même. C'est-à-dire que quand vous critiquez par exemple trop les importateurs de voitures, en général, ils vous serrent la vis pour vous montrer que, ce qui explique aussi peut-être, alors s'il y a quelque chose à critiquer dans la publicité peut-être en Suisse, de mon point de vue très personnel, c'est que Coop et Migros restent de grands annonceurs et qui sont, de ce fait, difficiles à critiquer de manière approfondie. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Oui, ils sont... Alors oui, ils sont plutôt bons joueurs parce qu'ils ne sont pas tellement épargnés. Pas toujours. On va comprendre la question de monsieur. Mais pas jamais. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur la publicité, je pense que c'est pas aux rédactions, aux journalistes de dire telle publicité est acceptable ou non. Mais par exemple, il y a des velléités dans la société d'interdire la publicité pour la viande, par exemple. Le jour où la publicité pour la viande sera interdite, il n'y aura plus de publicité, il n'y aura plus de filets mignons au pied de 24 heures. C'est pas à nous de... Je travaille aussi à 24 heures, rédactrice en chef adjointe, Joël Fabre. Parfois, ça nous heurte, mais là où je vous rejoins quand même, c'est, et moi ça me choque dans notre propre journal, quand on parlait de publicité pour les voitures. Quand on a des articles justement à propos du désastre environnemental annoncé, etc., et puis qu'à l'intérieur du journal, on a une double page auto qui est un autre journalisme et qui vante, je sais pas, la nouvelle, je sais pas, quelle voiture nommée, je suis pas spécialiste du tout. Mercedes Classe G, pour prendre quelque chose. Par exemple, on aura, par exemple, en page 12, un article sur les SUV, ça pollue, c'est dégueulasse, ça fait mal, ça tue les enfants. Et puis, 10 pages plus loin, on a une double page auto avec le merveilleux SUV qui vient de sortir. Alors là, je vous rejoins, moi, ça me met mal à l'aise. Je trouve que ça va pas durer longtemps, à mon avis. Mais on a ce type de contradiction, ça c'est vrai. Il faut le reconnaître quand même. Oui. Derrière toi, Marc-Henri, une question, monsieur. Oui. Bonjour. Non, pas de problème. Yves Larenchik, je travaille pour l'Office national de la durabilité et du climat au canton de Vaud. Ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des données, des chiffres, des compétences auxquelles vous avez de la difficulté à avoir accès, si oui, lesquelles, et qui me permettraient de traiter peut-être l'information, alors soit de manière plus créative, soit d'avoir des angles d'attaque différents, qui me semble être vraiment manqué dans votre traitement de ce thème. Caroline, je vois oui, alors, la tête. Malheureusement, nous, on n'a pas accès à des données suisses ou du canton de Vaud, mais
l'accès à l'information en général et à l'information publique sur des données autour de l'environnement dans les pays aujourd'hui en voie de développement ou en conflit, soit elle n'est même pas collectée, soit elle est pas donnée aux journalistes, mais au même titre que les informations sur l'économie, sur la santé ou sur le nombre réel d'écoles et d'élèves dans le pays. Donc cet accès à l'information, je pense qu'il est crucial et il faut qu'on fasse tous attention à ce que sur ces sujets de plus en plus compliqués, sensibles, autour de ces conséquences du changement climatique et des questions environnementales, il n'y ait pas ici, y compris une tentation à ne plus donner un accès à cette information publique. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque là-dessus. Est-ce qu'un point de vue juste sur Vaud, avant qu'on s'arrête pour avoir le temps de prendre un sandwich et aborder quelque chose? Sur Vaud, mais c'est vrai qu'il y a énormément de chiffres qui existent, plein d'organes au niveau international, national, cantonal. On s'énerve parfois parce que c'est des joules et pas des kilowattheures, puis on doit convertir, ou bien ça ne joue pas au niveau des années, des semestres et des trimestres. Je pense que ça serait un monde idéal où on aurait chaque unité à tous les niveaux, convertible facilement, etc. Mais je trouve qu'en termes de données disponibles, et c'est vrai que si elles ne sont pas dans des tableaux Excel ou dans des rapports, on peut les demander à des administrations, à des organes. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de problème pour accéder à des statistiques. Oui, non, nous non plus. Je pense que c'est surtout ça, c'est d'être un peu noyé des fois, de temps en temps, sous des PDF de 120 pages dont on ne sait plus très bien à quoi ils correspondent et où il faut chercher l'information. Mais la question est quand même intéressante. Je me permets de vous la renvoyer. Est-ce que, de votre point de vue, il y a des choses qu'on ne demanderait pas forcément assez ou une info qui serait peut-être un peu trop retenue? On parle du canton? Oui. Mais moi, j'aurais encore une remarque complémentaire pour cette question. Je trouve qu'on est mal loti en Suisse par rapport à ça, sur le plan numérique, accès à des données, par rapport à l'Allemagne, par exemple. L'Office fédéral de la statistique, c'est pas terrible. Pas terrible. C'est souvent en retard. Hein. 2022. Pardon. Les chiffres 2022 sont publiés maintenant, c'est souvent voilà, très tard. Il y a un délai, mais c'est pas très pratique. Ça. Alors, est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce qu'ils font de la rétention? Est-ce qu'ils s'en fichent de la loi sur la transparence? J'en sais rien. Mais c'est pas terrible. Et puis, il y a le fédéralisme qui complique beaucoup la donne. Hein. Parce que chaque fois, on est obligé de refaire un travail d'addition, souvent, si on veut parler de la Romandie. Plus 6,5 avec le Jura bernois. Non, je pense qu'on n'est pas très bien servi. C'est pas facile. On perd beaucoup de temps. Moi, je perds beaucoup de temps à essayer d'être crédible quand il s'agit de faire des additions de consommation d'énergie, par exemple, ou bien des surfaces agricoles, ou des choses comme ça. Chaque fois, je charogne, j'aimerais être allemand. Pour Zeit. Alors, est-ce que monsieur, vous voulez juste répondre brièvement à Emmanuel Borloo de 24 heures? Ou sinon, en aparté, vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez, on, off. On peut continuer. D'accord. Mon sentiment, c'est simplement que ça reste un sujet, puis on a beaucoup parlé de climat, mais c'est vrai qu'on va élargir sur la durabilité, puis c'est un sujet qui est particulièrement complexe et clivant, et que je peux avoir l'impression que c'est pas forcément évident de trouver les bonnes données. On a beaucoup de données qui se contredisent aussi. En fonction de comment on présente les chiffres. Donc il y a toujours un certain recul qui peut être nécessaire par rapport aux chiffres. Et je me demandais si le fait d'avoir facilement accès aux bons experts ou pas, pour pouvoir avoir ce recul, cette synthèse, etc., qui permet de parfois traiter l'information. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on manque en fait un peu de synthèse scientifique sur des thèmes comme ceux-là dans des articles, même si on les prend avec un angle particulier. Mais je comprends la complexité de l'avoir. C'était un peu le. Il y a deux choses. Il y a la complexité, effectivement, de trouver la bonne personne, le bon expert, et puis de temps en temps, et honnêtement, on ne fait pas forcément exception, pas d'une paresse, mais on retrouve, c'est toujours un petit peu les mêmes experts qu'on voit revenir et aller venir. Et à ce titre, il y avait quelques années, j'avais trouvé intéressant, c'était un groupe d'études de l'UNIL et de l'EPFL qui s'étaient mis en commun, qui avait fait une espèce de petite task force de scientifiques climatiques par thématique, événements extrêmes, droit, température. Voilà.
Et donc, les experts du climat, et puis avec un petit vadémécum. J'avais trouvé ça intéressant, d'ailleurs, on s'était croisés, il me semble, à cette réunion. Donc voilà, on est aidés. J'espère qu'on vous a assez appelé. Mais en tout cas, voilà, on essaye aussi de sortir un petit peu de notre zone de confort des experts qu'on voit revenir un petit peu trop facilement. C'est pas toujours évident. Nous allons arrêter là la discussion. C'est évidemment le premier d'un vaste débat qu'on va forcément continuer à tenir ces prochains mois, ces prochaines années. Je remercie chaleureusement nos intervenants et Madame, Monsieur, merci pour votre attention et présence. Et juste dans la salle à côté vous attend un petit cocktail lunch. Merci et bonne suite de journée à vous.